1 kilomètre entre deux épisodes. 1 kilomètre seulement et on se trouve maintenant devant le cimetière de Bréville-les-Monts. Montre en main, depuis Amfreville, ça prend aujourd'hui 10 minutes pour arriver ici. Nos kiffers et les commandos anglais en 1944, ça leur a pris 3 semaines. Aujourd'hui, Bréville-les-Monts, c'est un peu plus de 600 habitants, une église qui surplombe ce cimetière et une impression permanente, ici, 80 ans après, d'être dans les ruines d'un champ de bataille. On peut oser la comparaison avec des grandes villes normandes détruites quasi intégralement, comme Caen ou Saint-Lô. Il n'y a presque que des maisons neuves, construites après-guerre, après des combats incroyablement violents. Dans ses mémoires, le commandant Kiefer a comparé le paysage de Bréville-les-Monts à un tableau du jugement dernier. C'est donc ici que les Français s'installent le 29 juin 1944. Bienvenue dans les voix du commando Kiefer, un podcast France Bleu avec le Mémorial de Caen. Je m'appelle Julien Corbière, épisode 9, à la poursuite des Allemands. Quand Léon Gauthier et les autres commandos Kiefer arrivent à Bréville, eux qui ont vécu enterrés pendant des semaines, ils découvrent d'autres tranchées. Les Allemands viennent juste de quitter les lieux, les braises et les gamelles sont encore chaudes. Alors là, je vais vous dire qu'il était bien planqué. Il avait protégé, il avait une petite tranchée devant, puis derrière, il avait protégé avec des madriers, ainsi de couverts de terre, ainsi de suite. Et me dire, quand il arrivait à un bombardement, on se planquait dans ces petits coins. On craignait pas grand-chose. Hein. Alors donc, on était très heureux. Ça n'a pas duré longtemps. En fait. Moi, j'aurais bien passé quelques jours de plus. Là, on était bien tranquille. Le village de Bréville a été ravagé par l'artillerie navale et terrestre. Au carrefour des routes de Merville et de Bavent, par exemple, ou dans le cimetière, les Allemands et les commandos anglais se sont battus à coups de baïonnettes. Les cadavres des soldats des deux camps sont encore là. Mais ce 29 juin, au milieu de cette atmosphère sinistre, Paul Chausse, le Normand d'origine, n'a plus qu'à se glisser, pour ainsi dire, dans ce décor façonné par les Allemands. On avait une tranchée, un palace, un hôtel de 4 étoiles. J'étais avec Bagot, dans les ruines de Bréville, on avait enlevé des draps, il avait mis des draps. Et comme lui, c'était un officier radio-hydrographe quand même, hein. Il avait installé la radio et tout, on était comme dehors. Mais là, c'était vraiment à l'anglaise, là. Parce que dans les moments de calme, Monday passait l'inspection des tranchées, il fallait ramasser les papiers, fallait que tout soit propre en plus, hein. Les Français, c'est pas tellement notre genre. Hein, Les hommes de Kiefer ont momentanément moins de travail. Pas le curé. Comme sur la plage de Colleville, l'abbé René de Noroy, il en donne à la chaîne des derniers sacrements. Et pas seulement à des catholiques français, il accompagne aussi des anglicans et des ennemis allemands s'il le faut. Je suis resté dans cette ferme où tout ça, où étaient acculés des prisonniers allemands, des blessés, une ruche. En plein combat, on tirait, il y avait des obus qui tombaient. C'est comme ça que Lord Lovat avait été blessé. Je suis resté là dans les hangars à voir s'il y aurait des blessés qui n'auraient pas été remarqués. Et j'ai effectivement trouvé un Allemand assez gravement blessé. Et j'ai pu parler avec lui, appeler des infirmiers, des brancardiers. Mais avant qu'un brancardier puisse venir, j'ai eu toute une conversation avec lui. Un brave type. On parlait allemand, très, très touchant. Ça, c'était le 12, à minuit. Sur le plan militaire, la bataille d'Amfreville-Bréville est gagnée. Mais voilà, alors que le mois de juillet 1944 commence, les Allemands tiennent toujours leur position à l'est de la zone de débarquement. Et grâce à ces positions stratégiques, c'est la ville de Caen qui reste allemande. Il n'est donc pas question de s'éterniser dans les tranchées ennemies, aussi confortables soient-elles. Le commandement britannique demande aux Kiefer de reprendre leur marche en avant à la conquête du pays d'Auge. Et c'est en traversant les marais de la Dive qu'ils croisent un nouvel ennemi, les moustiques. Certains Kiefer expliquent qu'ils sont plus terribles que les Boches qui se replient. Car oui, ils se replient désormais, les Allemands. Depuis le 15 août, un ordre officiel a été décrété pour tout le territoire et donc pour la Normandie. Les Kiefer, eux, approchent désormais du bois de Bavent. C'était pénible, mais pas terrible. Il n'y a pas eu beaucoup de blessés, un ou deux, je crois.
C'était surtout pénible parce qu'on était dans les trous, il y avait des moustiques, on voyait rien, c'était pénible. Et même Robert Sarins, le calme, le placide, s'en agace. À ce moment-là, lui qui était un militaire de carrière avant la guerre, a pris la tête des Kagun. C'est cette petite équipe parmi les kiffers armés de mitrailleuses pour protéger les autres. On a pris beaucoup le tir de mortier. Beaucoup de tirs de mortier, là. Léon Gauthier, qui est sous les ordres à ce moment-là du commandant Lofi. Et là, à Bavant, on s'est approché de Bavant, prêt à l'attaque qu'il devait faire. On attendait un tir d'artillerie, d'ailleurs, qui n'est jamais venu. Je veux dire pourquoi. Lofi, qui était alsacien, comprenait très bien allemand. Et nous sommes arrivés près d'une maison, et on entendait les Allemands parler. Et il disait qu'il foutait le camp. Il dit, il faut foutre le camp avant qu'il nous tombe sous le dos, car ça va nous arriver. Et ils sont barrés. Et nous, on est rentrés dans Bavant sans combattre. Devant eux, sur la route, dans cette nuit du 19 au 20 août 1944, il y a l'Épine. Ce lieu-dit est aujourd'hui très difficile à retrouver précisément dans le village de Puteaux-en-Auge. Tellement difficile que pour certains kiffers, ce n'est pas là que ça s'est passé. C'est en tout cas la dernière bataille à mener pour les kiffers dans le pays d'Auge. L'Épine, alors au combat d'Épine, là, c'est Lofi qui commandait l'affaire. On leur est tombé dessus par derrière. Et alors, les mitrailleuses ont joué vraiment leur rôle. Ils étaient effrayés par les mitrailleuses, les Allemands. Ils passent maintenant la Dive, puis ils longent une ligne de chemin de fer. La route semble libre. Mais soudain, dans un virage, Léon Gauthier et Paul Chausse entendent des tirs de mitrailleuses. Il faut faire marche arrière, se replier au plus vite et se poser ensuite pour préparer l'attaque suivante. On est resté sur place pendant la fin de la nuit. Et puis là, quand le jour s'est levé par la suite, eh bien, Kieffer a demandé à Lofi, puis Lofi m'a dit, c'est toi qui vas attaquer avec ta section. Et là, Paul Chausse, qui n'aimait pas tuer les gens, essaye de blesser un Allemand et lui tire dans les pattes et manque de peau, son revolver a tapé un peu plus haut et il l'a blessé au ventre. Ça nous fait un choc quand même parce que de dire aller attaquer un truc à la baïonnette, ça revient à la guerre 14. Hein. Ailleurs, ça se bagarre un peu plus haut, là, à l'Épine, mais je ne sais pas où. Mais nous, l'attaque à la baïonnette, elle passe sur la route, là, à droite de la route, parce que il y avait un ruisseau qui passait en dessous. Et un petit pont, là, et les Allemands avaient pris ce petit ruisseau en guise de tranchée, avec des mitrailleuses au bout. Et les Allemands, c'était plus la grande armée, hein. Ils ont craqué assez vite. Dans ces derniers jours d'août 1944, il flotte toujours, comme à Amfreville dans l'épisode précédent, comme un air de Première Guerre mondiale sur la Normandie. Il y a des tranchées, des baïonnettes, et puis deux camps qui se rendent coup pour coup. Les pauvres Allemands, il y en avait, ils étaient touchés au ventre, ça criait, il y en avait qui étaient touchés au talon, du pied. René Rosset, le petit Rosset. Il y avait même officiellement, il mourait, quoi. Il commençait à réciter des vers en allemand. Hein. Tous ces gens-là, ça criait « Docteur, docteur, docteur », mais on n'en avait pas... Déjà, oui. Ouais, voilà. Alors les types, moi j'ai vu la scène, ça m'a marqué, ça. Hein. J'ai vu cet officier allemand, il était touché complètement. C'était le tir des Kagun, hein, il était tout ouvert. Et il arrivait encore à réciter des poèmes. Et sur le moment, vous savez, maintenant, ça me fait quelque chose. C'était des hommes, hein. Bien sûr, oui. Mais à l'époque, je vous assure, ça nous faisait rien. On avait une certaine... Moi, je peux pas dire que j'avais tellement d'haine, je n'avais pas connu ces gens-là. Hein. Je peux pas dire que j'avais de la haine. Mais bon, j'ai vu des copains à moi gifler des types. Hein. Ça, on peut rien faire hein, pour ça. Hein. On peut rien faire. Hein. Et puis, tout doucement, la guerre de tranchées et de position redevient guerre de mouvement. Et d'un seul coup, c'est du mouvement très rapide. On n'est pas loin de la déroute pour les troupes de l'Allemagne nazie. A posteriori, Paul Chausse et Léon Gauthier s'en amuseraient presque. Ils couraient comme des lapins, hein. On ne pouvait plus les rattraper. Donc hein. c'était de la poursuite après. Oui, mais plus ou moins, on nous a donné des camions, plus ou moins pas après. Hein. Et c'est là qu'on a eu vraiment le premier contact détendu. Et je me rappellerai toujours, on est allé boire un café comme si c'était pas la guerre. Hein. Les Allemands étaient partis à Pétaouchnok. Pour la première fois, nous dormons dans de la paille. C'était le plus bel hôtel qu'on a eu. La paille, c'était très bien. Croyez-moi, c'était le Richemont.
Et puis en plus de ça, il y a des grands baquets, vous savez, des grands baquets d'eau. Alors on peut faire la toilette complète là. Pour la soixantaine de Français qui combattent encore, c'est donc une atmosphère très différente qui règne. En fait, leur bataille de Normandie s'arrête là, le 25 août, dans la petite ville de Saint-Maclou, à la limite du Calvados et de l'Eure. Dans les esprits de Paul Chausse, Léon Gauthier et René Rosset, c'est vraiment la libération. La libération sans majuscule pour l'instant, mais le cœur y est. Après 80 jours de combat, ils ont le sentiment du devoir accompli, ils peuvent en profiter. Un jour, j'arrive dans une maison qui est de l'autre côté de la place, et les gens avaient tué un cochon. Je ne sais pas comment, mais il avait un cochon, et ils se partageaient les côtelettes de cochon. Et il y a un gars qui me regardait, et il a compris que les côtelettes, je serais bienvenu. Eh oui, une boîte de conserve, ça semble. Alors elle me dit, peut-être que vous en envoyez une ou deux. Elle me dit, si vous en avez en rab, je veux bien. Et je ne me rappelle pas combien m'a donné quelques-unes. Et j'avais été piquer des oignons dans un jardin à côté, et puis fait cuire ça avec des oignons, des petites côtelettes, pas bien épaisses, vous savez. C'est à ce moment-là que de nos rois, le padré, l'aumônier, se pointe au coin de la rue. Devant moi, avant qu'il passe, il fait, ça sent bon. Je dis oui, ça sent très bon. Alors, il repasse, parce que ça sent bon. J'ai dit à la fin, j'ai vu bien après quoi il était, je dis peut-être vous en voulez une. Alors, il me dit, ce serait pas de refus. Je dis, mais monsieur Aumônier, c'est vendredi aujourd'hui. Et il s'en rappelle. Oh, il dit, le bon Dieu me pardonnera. Pour le régional de l'étape, Paul Chausse, qui est né dans la Manche, c'est aussi l'occasion d'une escapade près de l'Aigle, dans l'Orne, là où vivent ses parents. Il n'a évidemment pas pu les prévenir. Quand je suis arrivé là, mon père n'était pas là, j'étais avec ma mère. Puis elle m'a dit, on va voir ton père, mais on va faire ça discrètement parce qu'il avait le cœur malade, tout ça. Là, c'est bien passé. Nous sommes toujours le 25 août. Au même moment, Paris est à son tour libéré par les autres Français de la bataille, ceux du général Leclerc. Les kiffers ne sont pas oubliés à ce moment-là. 25 d'entre eux sont invités à défiler sur les Champs-Élysées aux côtés des commandos britanniques. Mais l'histoire des kiffers n'est pas terminée. Alors qu'ils ont fait le boulot, ils doivent encore une fois reprendre la mer, direction l'Angleterre, parce que c'est leur base. C'est un peu comme s'ils naviguaient à contre-courant. Et après, du coup, c'est comme des voyageurs presque normaux qu'ils peuvent rentrer en France. Bon, là, on arrive dans la France qui était démantelée, plus de réseau de communication, on fait de l'autostop pour aller se rendre chez moi. Robert Sarins, par exemple, file chez ses parents. Il ne savait même pas si j'étais encore vivant, exactement. Vous passez par Paris ? Oui, parce que les camions, il y en a des camions qui nous ont déposés à Paris quand même. Alors là, débrouillez-vous. Débrouillez-vous. Il y a comme un sentiment de vide qui s'installe, un sentiment d'abandon aussi. Après toutes ces années à se battre pour la France, les kiffers sont livrés à eux-mêmes. La reconnaissance viendra, mais il faudra être très patient. Vous venez d'écouter Les Voix du Commando Kiffer, un podcast coproduit par France Bleu Normandie avec le studio de création France Bleu. Cette série a été imaginée avec l'historien Stéphane Simonet et avec le concours du Mémorial de Caen. Journaliste Julien Corbière. Technicien Benoît Cousin et Jean du Cimetière. Production Véronique Sapé et Fanny Rascle. Vous pouvez écouter dès à présent le Zoom que je vous propose avec l'historien Stéphane Simonet pour faire un bilan, le bilan de l'action des kiffers dans la libération de la Normandie. Et puis je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode. On fera un bond dans le temps, les kiffers entre gloire et oubli. À très vite.